Elisabeth est une Française installée en Géorgie depuis plus de 35 ans. Elle a construit une vie marquée par l'engagement, l'entraide et l'amour, des ponts culturels. Très active dans la communauté française d'Atlanta, aujourd'hui, elle continue de faire rayonner ses racines tout en avançant avec résilience et générosité. Donc bienvenue dans l'émission Voix d'inconnu, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend jamais ou pas assez. Je suis Mariam, française installée à Atlanta, et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'une femme dont la vie est un pont entre les cultures. Un chemin semé d'engagement et de générosité. Elle s'appelle Elisabeth et voici son histoire. Alors bonjour Elisabeth. Peux-tu me parler de ton enfance en France et où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi un petit peu partout parce que mes parents voyageaient, donc on allait de ville en ville en caravane. Et donc les 10 premières années de ma vie, j'ai voyagé à travers la France. Et à partir de 10 ans, pour aller un peu plus à l'école, nous nous sommes posés dans une petite bourgade qui s'appelle Bazouges-sur-le-Loir, qui est à équidistance entre Angers et Le Mans. Et j'ai été à l'école à Angers. Est-ce que tu peux me dire quels souvenirs tu gardes de cette période ? Jusqu'à mes 10 ans, ça a été d'être avec mes parents et d'avoir une façon de vivre différente des autres, puisqu'on allait de ville en ville et on était en caravane. Et j'essayais de me faire des amis 15 jours ici, 15 jours là. Et le plus difficile était de quitter les copains qu'on venait de faire et de s'en refaire des nouveaux après. Pendant de 10 à 20 où j'ai été à Angers à l'école, là c'était, je vivais chez mes grands-parents, donc les plus bons souvenirs ont été avec les dimanches chez mes grands-parents où on avait des grandes tablées et des grands jeux de cartes qui n'en finissaient plus. Et justement, comment tu pourrais décrire tes grands-parents ? Mes grands-parents, c'était mes grands-parents maternels, donc ils ne voyageaient pas, c'était pas des gens du voyage. Donc mes grands-parents, c'était des gens qui aimaient les autres. Et je pense que c'est pour ça que j'ai suivi dans cette trace, c'est qu'on ne laisse jamais quelqu'un dans la panade. Et c'est ce que je me rappelle le mieux, et qu'ils étaient aimants. Et on était 3 enfants, plus notre arrière-grand-mère et eux dans la même maison. Donc c'était multigénérationnel et c'était fantastique. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc, si je suis bien renseignée, donc à 16 ans, tu pars... Pardon ? 22. À 22 ans, pardon ? Ok, bon. À 22 ans, tu pars pour être jeune fille au père et tu atterris en Géorgie. C'est assez jeune quand même. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Eh bien, mes parents m'ont envoyé pour la première fois aux États-Unis, j'avais 16 ans, pour parfaire mon anglais. Et je suis arrivée à Gulfport, Mississippi, pour un mois. Et les gens qui m'ont accueillie m'ont fait tellement avoir envie de ce pays que j'ai toujours dit à mes parents, si je peux, je retournerai aux États-Unis. Et donc, il y avait une annonce pour une jeune fille au père à Atlanta et j'ai arrêté ce que je fais. Je faisais les marchés à mon compte. J'ai tout arrêté pour venir ici. Et quels ont été tes premiers ressentis justement quand tu es arrivée pour t'installer aux États-Unis ? Au moment d'être au père ? Oui, c'est ça. Je suis déjà tombée dans une famille aimante qui avait un fils que j'ai chouchouté pendant quelques années. Et les ressentis, c'est que la Géorgie était très verte, que les gens avaient un accent à découper au couteau et que j'avais trouvé ma place. J'étais plus à l'aise ici que je ne l'étais en France. C'est-à-dire, quand tu dis que tu avais trouvé ta place, est-ce que ça veut dire qu'en France, tu ne te sentais pas à ta place ?
En France, il est beaucoup plus difficile de faire sa vie ou chercher sa voie parce que quand on est dans une entreprise ou qu'on vous met tout de suite dans une petite boîte, faut que les cases soient cochées si vous voulez évoluer. Ici, c'est par le travail. Et j'ai évolué par le travail ici. Et je pense que je ne me serais pas autant épanouie si j'étais restée en France à cause de ça. D'accord, je comprends, c'est plus clair maintenant. Donc on va passer de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, comment tu as construit ta vie ici, aux États-Unis, et notamment à Atlanta? Alors, je suis quelqu'un qui a besoin de voir du monde. J'aime les gens. Donc, au début des années 94, 95, 1900, il y avait une association qui s'appelait Atlanta Accueil, qui démarrait. Et je me suis mis en tant que volontaire dans cette association-là. Et j'y étais pendant 20 ans presque. Et j'ai fait tous les événements. Et ensuite, j'en ai organisé moi-même tout plein, comme les filles sortent, les week-ends en marche en forêt, les pique-niques, les soirées ciné et les grands événements qu'on faisait comme la galette des rois. Et là, à l'époque, il pouvait y avoir entre 150 et 200 personnes qui venaient. Donc la construction des amitiés se sont faites à cette époque-là et j'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'ils sont rentrés en France ou ils sont allés à l'étranger ailleurs, mais il y a quand même une bulle qui est restée sur Atlanta et c'est comme ça que j'ai construit ma vie d'amis et d'associations. Oui, parce qu'effectivement, tu es très investi dans le milieu associatif, notamment dans la communauté française à Atlanta. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, tout ça? Pour moi, pour que une communauté vive, il faut que les gens s'assemblent et se voient. Faut faire vivre, pour moi, une communauté. Les États-Unis sont communautaires. En France, c'est pas comme ça. On a les amis d'école, on a les amis de fac, on a les amis de boulot. Ici, c'est par communauté. On va trouver la communauté française, la communauté allemande. Et la chose que j'aime, moi, c'est réunir justement cette communauté qui se mélange pas toujours. Et donc, mon but est d'essayer de mélanger les gens. Et justement, par rapport à tout cet investissement, j'ai entendu dire que tu avais reçu une petite médaille. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, en 2022, le consul qui était sur Atlanta m'a proposé pour la médaille pour être chevalière de l'Ordre national du mérite. Ça diffère un peu de la Légion d'honneur. Celle du mérite, en fait, a été créée en 1963 par le général de Gaulle pour les gens qui étaient civils par rapport aux militaires. Donc j'ai la plus grande distinction qu'un civil peut recevoir. J'ai été surpris et j'ai été très honorée parce que tout ce que j'ai fait de mes 30 ans d'États-Unis, c'était vraiment parce que j'en avais envie. Et quelqu'un a reconnu que c'était quand même hors du commun d'avoir fait ce que j'ai fait. Quel sentiment t'a animé quand t'as reçu la nouvelle? Que mes parents seraient fiers. Et ma famille. C'est la fierté que je leur apportais. Bravo pour ton parcours. C'est très touchant. Je voudrais revenir sur ton... Moi, je te vois un peu comme une femme qui est engagée. Tu m'as raconté un peu quelques anecdotes, ou par exemple, c'était l'ouragan Katrina, par exemple. Non, oui, Katrina, où tu as hébergé des sinistrés. Ah, c'était Irma. Irma, pardon, je ne sais plus. Pourquoi tu t'es engagée ainsi? Je vais commencer par Katrina. D'accord. Parce que c'est là où j'ai commencé, en fait, mon engagement. Donc, Katrina, c'était il y a longtemps. Et donc, la première famille dans laquelle je suis restée à 16 ans, ils ont tout perdu. Donc, je suis allée les aider. C'était mon retour
parce que j'en avais envie, quoi. Je voulais pas les laisser se dépatouiller tout seuls. Donc je suis allée 3 fois à Gulfport après Katrina, donc c'était complètement dévasté. Et j'ai vu de mes yeux ce que ça peut faire sur une population. Donc quand il y a eu Irma, je me suis proposée pour être donc volontaire à trouver des chambres chez l'habitant pour les gens qui remontaient vers le nord, parce que toute la Floride était en évacuation, donc il n'y avait plus d'hôtels en Géorgie, et même sur les États de côté. Donc avec les consuls honoraires et la consule et le consul à l'époque, pardon, ils m'ont trouvé, on était une dizaine, où ils m'envoyaient qui acceptait de prêter une chambre, et moi j'envoyais les gens qui me contactaient moi parce qu'ils ne savaient pas où coucher. Et donc il y avait 6 étudiants de l'université de Miami avec leurs chiens qui étaient tous dans une chambre d'hôtel à 6, pas très long, à 1 heure d'Atlanta, et qui cherchaient un peu plus grand pour tous aller. Donc ils sont tous venus chez moi, à 6, avec le chien, pendant 1 semaine, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer en Floride, c'était pas possible. Et il y a eu Dorian, c'était l'ouragan d'après, où c'était un peu moindre, mais j'ai fait la même chose. Donc j'ai fait en tout 3 ouragans. C'est vrai que c'est un parcours qui est quand même assez rare et exemplaire. Donc merci pour tout ça. Toujours en parlant d'engagement, tu fais aujourd'hui partie du board de la FACC, donc la France American Chamber of Commerce. Quelles y sont tes responsabilités? Alors, à la Chambre de commerce, nous sommes une vingtaine de directeurs et nous apportons tous des choses différentes. Moi, c'est mon network. Je connais des gens sur 6 États du Sud-Est et presque tous des chefs d'entreprise. Donc j'apporte mon network à la Chambre de commerce pour que le côté business d'Atlanta continue à être meilleur que les autres chambres de commerce d'Europe. Moi, quand je t'ai connue, tu venais récemment de terminer un emploi dans lequel tu es resté un peu plus de 10 ans. Comment tu as vécu cette transition? Comprendre comment une firme, ça se dit pas ça, une entreprise, merci, une entreprise de comptabilité fait pour gérer ses clients. C'est un ajustement. Et qu'est-ce que le travail aujourd'hui représente pour toi? Le travail, en général, j'y vais à fond. Et j'ai toujours fait ça. Il y a des fois où ça peut être difficile parce qu'il faut que je lâche. Il faut pas que je pense au boulot tout le temps, quoi. Mais c'est comme dans le côté j'aide les gens, la société, c'est pareil, j'aide la société. Dans ma tête, c'est la même chose. C'est un engagement, c'est pareil. J'aimerais venir maintenant sur un peu ton quotidien. Je sais que tu es très entourée. Que représente l'amitié pour toi dans ta vie? Quelle place ça a dans ta vie? On va dire, sans amitié, il n'y a rien. Tu es tout seul. Donc, j'ai toujours eu plein de gens, justement, parce que pour moi, l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est pas ta famille, c'est vraiment de l'amitié. Donc, tu choisis vraiment les gens avec qui tu veux être ami. Il y a des fois, ça brûle aussi, parce que ça ne se passe pas comme tu le veux, mais il y a des divorces, on va dire, dans l'amitié aussi. Et faut passer le cap, et puis on refait d'autres amis. Quelle est la meilleure leçon que tu as apprise dans l'amitié? C'est très fragile. D'accord, je note. On va faire un petit retour aux sources. Donc, comme je dis, ça fait plus de 30-35 ans que tu es ici. Et je sais que chaque fin d'année, à Noël, tu retournes en France pour voir tes parents. Et qu'est-ce que ces moments signifient pour toi? C'est vraiment le retour aux sources, en fait. T'as pas besoin d'expliquer. Si t'es fatigué, tu vas te coucher. Ils vont pas te juger
ils te jugent pas. Pour moi, les parents n'ont jamais jugé aucun de leurs enfants. On fait ce qu'on peut. On cherche toujours leur approval, comment on dit ça. On cherche toujours à être bien pour eux, en fait. Ils sont âgés, mais c'est quand même nos parents. Et même à 50 ans et plus, on est toujours leur petit enfant, surtout à Noël. Et est-ce que tu te sens encore chez toi en France? Ou est-ce que Atlanta ou la Géorgie est devenu vraiment ton vrai chez toi? Je suis plus chez moi ici qu'en France. Le gouffre de 30 ans de ne pas avoir habité en France fait que lorsque je rentre, je n'ai plus la même vision que les Français et de la façon dont la France est. Moi, je suis restée vieille France, en fait. Je suis restée la France des années 90. Dans ma tête, c'est ça. Or, ça ne l'est plus. La France a bougé avec son temps, sauf que ce n'est pas le mien. Et si tu pouvais parler à la jeune Elisabeth de 16 ans, juste avant son départ, que lui dirais-tu aujourd'hui? Fais la même chose. C'est une très bonne vie que j'ai et que j'ai faite. Et elle n'est pas finie. Et je vais continuer. Mais tous mes choix ont fait la personne que je suis, même les mauvais choix. Mais c'est ce qui fait que tu es plus fort. C'est un très mauvais moment à passer quand tu les passes, mais tu apprends de ce que tu as fait et tu essayes de ne pas refaire 2 fois la même bêtise. Mais tout ce que j'ai fait, je regrette rien en fait. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? C'est philosophique là maintenant. Que j'étais une bonne personne. Tu peux parler au présent. Ouais, que je suis une bonne personne. C'est ça le but. On est 100 ans sur Terre, on va dire, au max. Bon, t'en as quoi qui arrive à 102, 103 ans. Mais bon, on est sur Terre pour 100 ans. Pourquoi aller faire du mal? Ça sert à quoi? Pour moi, c'est les gens qui se battent, on arrive tous au cimetière. Donc ça sert à rien d'y aller plus vite. Il faut... C'est difficile, mais moi, je veux que, quand je serai morte, que l'église soit blindée de monde. Parce que j'étais une bonne personne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'accorder ces quelques instants avec toi et de t'être ouverte avec la générosité qu'on te connaît et la franchise et la sympathie. Donc merci beaucoup. Merci. Et je te souhaite d'accomplir tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, de continuer à être bien entourée, de continuer à faire ce que tu aimes. De préserver ta santé aussi, c'est très important. Et puis, je suis contente de t'avoir rencontré tout simplement. Merci. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci.